Parfait. Je vous remercie beaucoup. La présentation va être en 3 parties. Il y a une première partie qui va être faite par Dr. Kemdem où elle va expliquer un petit peu plus la clinique pour la thrombectomie mécanique. Après, il va y avoir Dr. Odette qui va vous parler un peu au niveau radiologique et je vais terminer pour vous expliquer de façon un petit peu plus précise la procédure quand vous voulez lancer un code pour envoyer un patient pour la thrombectomie mécanique à l'enfant Jésus. Fait que je vais donner la place. On a juste 1 heure, fait que je vais donner la place tout de suite à Dr. Camden. Bonjour, merci d'être présent en si grand nombre ce matin. Donc, merci Madame Dallaire pour la présentation aussi. Donc, ma partie, ça va concerner un petit peu plus on va parler de la place de la thrombectomie mécanique dans le traitement de l'AVC en phase hyper aiguë, un peu la sélection de patients. Puis après ça, mes collègues vont vous présenter certains cas. Donc, les objectifs de ma partie, c'est de discuter des nouvelles évidences de bénéfices du traitement endovasculaire chez les patients qui souffrent d'AVC ischémique, de procéder à la sélection appropriée des patients qui peuvent être éligibles à ce traitement-là, puis un peu d'analyser l'impact de cette option thérapeutique-là sur notre prise en charge à nous tous. Donc, je commence juste par un mini cas clinique là, pour commencer la présentation. Donc, vous avez un homme de 88 ans qui est très autonome, qui vit avec sa femme. Il est seulement connu pour une hypertension artérielle sous amlodipine. Il était normal au réveil, mais à 7h30, il a fait une chute de sa hauteur puis est devenu plégique à droite. Donc, il a été amené à l'hôpital de sa région à 9h. Puis, à l'évaluation initiale, là, vous voyez qu'il y a une aphasie globale, un regard dévié vers la gauche, une plégie droite complète. Donc, vous suspectez quand même qu'il y a un AVC là, assez important. Puis, en parlant avec sa conjointe, en révisant le dossier, vous voyez qu'il n'aurait aucune contre-indication à la thrombolyse intraveineuse. Donc, vous avez le TDM cérébral sans contraste et vous regardez ça avec votre radiologiste. Le radiologiste dit, il n'y a pas d'hémorragie, il n'y a pas de changement ischémique précoce trop marqué, mais il y a une artère cérébrale moyenne hyper dense et je vous suggère fortement de faire l'enjeu TDM là, pour confirmer cette trouvaille. Donc, question qu'on se pose, c'est quoi les chances que la thrombolyse intraveineuse recanalise l'artère occluse dans ce cas-là? Donc, c'est quoi les chances que la thrombolyse fonctionne puis que le patient s'améliore? Et est-ce qu'il y a d'autres traitements qui pourraient être offerts à ce patient-là en plus de la thrombolyse intraveineuse? Donc, pour répondre à la première question, les taux de recanalisation, c'est vraiment en fonction de la localisation de l'occlusion avec le RTPA intraveineux avec la thrombolyse. Donc, si je vous donne des exemples de plusieurs types d'occlusions, donc juste pour la portion anatomique, ici, vous avez l'artère carotide interne qui va être dans sa portion distale intracrânienne et qui va donner une artère cérébrale moyenne, la portion M1, et les deux M2, puis l'artère cérébrale antérieure. Donc, ici, on a un thrombus en T qu'on appelle une occlusion en T, là, en forme de T, une occlusion M1, puis une occlusion d'une branche M2. Donc, on voit qu'avec la thrombolyse intraveineuse, les taux de succès, les chances de recanalisation augmentent plus l'occlusion est petite et plus l'occlusion est distale. Les taux augmentent aussi avec le temps, mais c'est probablement futile de recanaliser une artère après un délai de plusieurs heures comme ça parce qu'il n'y a plus de tissu cérébral à sauver. Donc, on voit que dans le cas de notre patient, les chances que la thrombolyse intraveineuse seule fonctionne suffisamment sont quand même assez faibles. Donc, quand on a un patient qui a une occlusion intracrânienne, qui a un AVC causé par une occlusion intracrânienne, le tissu cérébral qui est normalement irrigué par cette artère-là a deux types de comportements. Il y a la zone, le corps ischémique, la zone d'infarctus qui va finir en tissu probablement infarcé de façon réversible. Puis il y a la zone de pénombre ischémique qui peut être viable grâce aux artères collatérales là, qui vont venir perfuser puis la maintenir en vie si on veut. Par contre, si l'occlusion persiste ou si les collatérales sont insuffisantes à ce moment-là, la zone de pénombre va évoluer en corps ischémique, en infarctus. Finalement, c'est ce qu'on tente d'éviter. Si on est capable de recanaliser précocement, d'enlever l'occlusion, à ce moment-là, la zone de corps ischémique va rester plus limitée, puis la pénombre peut redevenir du tissu sain. C'est important de recanaliser. Lorsqu'un patient, son artère est ouverte, les chances qu'il ait un bon outcome fonctionnel sont d'un facteur de 4. Donc, on lui donne 4 fois plus de chances de s'améliorer si l'artère est ouverte. Puis, il n'y a pas juste la recanalisation, il n'y a pas juste le fait que l'occlusion ne soit plus là, mais le fait de bien reperfuser, c'est-à-dire de s'assurer qu'il y a une perfusion jusqu'au lit capillaire distal qui est également souhaitable. Et c'est
dépendant du temps. Donc, on dit souvent « time is brain ». Donc, pour chaque tranche de 30 minutes de délai de reperfusion, il y a 10% de réduction relative de bon outcome. Donc, non seulement il faut bien le faire, mais il faut le faire rapidement aussi. Et des cas qui sont reperfusés mais tardivement ont autant de chances de bon outcome qu'un patient qui n'aurait pas eu de reperfusion. La thrombolyse intraveineuse a des limites, comme je viens juste de vous le montrer. L'efficacité, c'est dépendant de la localisation, de l'occlusion, de la taille puis des caractéristiques du thrombus. En plus de ça, la thrombolyse intraveineuse a une fenêtre de temps étroite pour traiter. On peut traiter en dedans de 4h30, mais au-delà de ça, ça serait pas souhaitable. Puis il y a certains patients qui ont des contre-indications à la thrombolyse systémique. Donc, des patients, disons, qui viennent d'être opérés ou qui ont un risque hémorragique augmenté là, au niveau systémique. Donc, c'est pour ça que depuis une dizaine d'années, il y a eu beaucoup d'études qui ont évalué, qui ont essayé de développer le traitement endovasculaire. Et qu'est-ce qu'on entend par traitement endovasculaire? Bien, d'abord, il y a eu la fibrinolyse intra-artérielle, qui est le fait d'aller délivrer un agent fibrinolytique directement à la surface proximale du caillot. Puis maintenant, on fait plus ce qu'on appelle la thrombectomie mécanique, donc l'utilisation de dispositifs pour vraiment aller retirer le caillot. Et maintenant, on utilise davantage ce qu'on appelle les stent retrievers ou les stent retrievers, qui sont les solitaires, FR et Trevo qu'on a sur le marché. Donc, mes collègues pourront peut-être vous en parler un peu davantage, mais quand on a une occlusion intracrânienne, bon, comme on le voit ici là, à l'angiographie conventionnelle, l'artère est comme amputée, puis on voit pas les vaisseaux sanguins ici. Puis les dispositifs vont aller retirer le caillon, on passe par la voie fémorale, et il n'y a rien qui est laissé en place, il n'y a pas de tuteur, de stent de laisser en place, donc tout est retiré. Puis ce qu'on espère, c'est recanaliser l'artère et bien reperfuser le tissu. Jusqu'en 2014, il y avait eu plusieurs études qui avaient évalué le traitement endovasculaire versus le traitement médical, incluant la thrombolyse intraveineuse, mais les études étaient neutres pour plusieurs raisons. Des problèmes de sélection de patients, le fait qu'on n'insistait pas sur le fait qu'il fallait recanaliser, reperfuser rapidement. Mais en 2014-2015, il y a 5 études qui ont été positives, des études qui étaient quand même similaires, et puis qui avaient une meilleure sélection de patients, justement, là, qui était un peu mieux faite à cet égard-là. Je vais vous parler de la deuxième étude qui est sortie, qui est l'étude canadienne, puisque c'est suite à cette étude-là que les lignes de conduite canadiennes ont été révisées là, pour le traitement de l'AVC en phase hyperaiguë. Donc, l'étude canadienne, c'est l'étude ESCAPE, qui était une étude multicentrique là, basée au Canada, là, à Calgary, qui évaluait le traitement médical, incluant la thrombolyse intraveineuse. Donc, ça pouvait être des patients qui avaient une contre-indication à la thrombolyse systémique, mais étaient enrôlés quand même. Donc, traitement médical versus traitement médical plus traitement endovasculaire. Donc, lorsque le patient pouvait avoir les deux, il y avait les deux. Et on suggérait fortement d'utiliser les stent retrievers. Il y a eu 315 patients dans l'étude. C'est une étude qui a été arrêtée précocement, puisque la toute première étude qui a été positive, suite à cette étude-là, il y a eu des analyses intérimaires, il y avait perte d'équipoise, donc toutes les autres études ont été cessées prématurément, mais elles étaient également positives. On incluait dans cette étude-là des patients âgés de plus de 18 ans. Il n'y avait pas de limite supérieure d'âge. Il fallait quand même que ce soit des patients qui avaient un bon niveau prémorbide, mais ils pouvaient être quand même assez âgés. Alors que dans la plupart des 5 études dont je vais vous parler, le délai pour enrôler les patients, c'était en dedans de 6 heures. Ici, on enrôlait des patients jusqu'à 12 heures parce qu'on voulait donner la chance aussi aux patients qui se réveillaient avec leurs symptômes d'AVC, ce qu'on appelle les wake-up stroke. Donc, un patient qui s'est peut-être réveillé, retrouvé à 8 heures du matin, plégique, mais s'est couché la veille à 10 heures. Donc, on dit qu'il a été vu la dernière fois normale à 22 heures la veille, en fait, mais il a peut-être fait son AVC juste 2 heures avant. Donc, sous certaines conditions, on pouvait enrôler ces patients-là. Donc, évidemment, pour enrôler les patients, la première condition, c'était qu'il y ait une occlusion intracrânienne. Donc, une occlusion intracrânienne proximale. Et dans cette étude-là, on entendait parler d'une occlusion de la carotide interne distale en forme de T ou de L, une M1 ou un équivalent de M1, c'est-à-dire les deux M2 qui étaient occluses. On voulait des patients qui avaient quand même un AVC avec des symptômes, dans le fond, de sévérité modérée. Nous, on a ce qu'on appelle un score NIHSS, dans le fond, qui nous montre l'ampleur là, des déficits au moment où on évalue le patient. Puis en haut de 5, on parle d'AVC modéré là, de façon générale. Les patients étaient enrôlés en termes d'imagerie sur la base d'une tomodensitométrie cérébrale puis d'une angio-TDM multiphase, dont je vais reparler un peu. Puis on voulait des patients qui avaient peu de changements ischémiques précoces, avec un bon score aspect, dont je vais reparler également, puis des collatérales modérées à bonnes. L'issue primaire, c'est une issue, c'était le MRS, une échelle, dans le fond, d'indépendance fonctionnelle, une échelle fonctionnelle à 90 jours. Donc, juste pour vous montrer ce qui était inclus dans l'étude en termes d'occlusion intracrânienne, donc carotide T, L, des M1, 2, M2, juste de façon un peu plus
schématisé, là, je vous remontre une occlusion en T, là, de quoi ça peut avoir l'air là sur les coupes axiales, puis de façon schématisée ici. Une occlusion en L à ce moment-là, donc c'est la carotide interne distale M1, juste une M1 puis une M2. Pour le score aspect, on aime bien ça les scores en neurologie vasculaire. Donc le score aspect, c'est un score qui nous renseigne sur l'étendue des changements ischémiques précoces, mais qui sont limités au territoire de l'artère cérébrale moyenne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on évalue de façon systématique plusieurs régions de l'artère cérébrale moyenne qui est divisée en 10 régions. Et dès qu'il y a des changements ischémiques précoces dans une de ces régions-là, donc que ce soit une perte de différenciation cortico-sous-corticale, un début d'hypodensité, on soustrait un point. Et c'est sur 10. Donc, un patient qui a aucun changement ischémique précoce va avoir un score aspect de 10 sur 10. Puis un patient dont toute l'artère cérébrale moyenne démontre des changements ischémiques précoces va avoir un score de 0. Et un bon scan, on dit que c'est généralement en haut de 7. Peut-être un petit truc là au point de vue radiologique pour les cliniciens qui aiment bien regarder leur scan également. On peut changer les fenêtres, modifier les fenêtres pour que les changements ischémiques précoces soient un peu moins subtils. Donc, on peut changer c'est souvent en bas à gauche de l'écran, on peut changer le W8 entre 35 et 45, puis le level entre 35 et 45 également. Ça donne ce genre d'image-là où est-ce que c'est plus facile, entre autres, de voir la différenciation cortico-sous-corticale, puis faire ressortir un peu les noyaux gris sans trop. Donc ici, un exemple d'aspect à 10, donc un patient qui a un AVC hémisphérique gauche. Quand on compare d'un côté à l'autre, on voit pas de perte de différenciation cortico-sous-corticale. On voit que des deux côtés, tout est là, c'est bien symétrique. Les ganglions de la base et les noyaux gris centraux sont tous là. Puis ici, un patient avec un AVC hémisphérique droit. D'ailleurs, on voit l'artère hyperdense ici, donc qui a dans tout l'ensemble de la région, tant au niveau cortical que sous-cortical. Là, on a une perte de différenciation là, dans toutes les régions, donc un aspect à 0. Et c'est probablement futile de recanaliser ces patients-là parce que ce tissu-là est voué à l'infarctus finalement. Pour ce qui est des collatérales, donc les collatérales, c'est en bon français, le backfilling, dans le fond, qui vont venir essayer de maintenir la pénombre en vie. Donc, ce que les auteurs ont fait, c'est puis ce qu'on fait aussi là, dans notre protocole, puis Dr. Audet pourra vous en parler davantage. Le patient, lors de son angio-TDM, était scanné une première fois, mais il était scanné 2 autres fois à 8 secondes d'intervalle. Et ça permet de vraiment laisser au collatéral le temps de bien apparaître afin de ne pas les sous-estimer. Donc, vraiment être sûr que on leur laisse le temps au contraste d'arriver dans les collatérales finalement. Et des patients qui étaient exclus de l'étude, des patients qui avaient des mauvaises collatérales, c'est ceux qui avaient moins de 50% de vaisseaux dans la région de l'artère occluse comparé au côté contralatéral. Donc, je reviens un peu à l'étude ESCAPE, donc à l'issue clinique là, primaire, dans le fond, qui était le niveau de l'indépendance fonctionnelle, donc une échelle MRS 0 à 2, c'est-à-dire un patient qui est capable de s'occuper de lui-même, de vaquer à ses occupations quand même malgré certaines séquelles. Donc, dans le groupe traitement endovasculaire et traitement médical, il y avait 53% de patients qui avaient une indépendance fonctionnelle à 3 mois versus 29%. Ça donne quand même un number needed to treat à 4. Pour l'aspect de sécurité, il n'y avait pas plus d'hémorragie intracrânienne symptomatique là, dans le groupe endovasculaire. Il y avait des perforations de l'artère cérébrale moyenne, mais c'était pas statistiquement significatif. Il y avait une diminution statistiquement significative là, de la survenue d'AVC malin ou massif. Et puis également une diminution statistiquement significative du taux de décès à 90 jours. Et ça, c'est la première fois qu'il y a une étude d'AVC aigu qui démontre un effet statistiquement positif, significatif sur la réduction du décès. On avait des études qui démontraient des effets sur le outcome fonctionnel, mais sur le décès, c'est la première étude, puis la seule, là, parce que les autres ont démontré une tendance, mais pas nécessairement une diminution statistiquement significative. Mais ici, celle-là dans ESCAPE. Donc, je vous montre un peu juste les 5 études que j'ai résumées ici. Donc, c'est toutes des études qui évaluaient des patients qui avaient des AVC de la circulation antérieure avec des occlusions proximales, qui étaient toutes évidemment enrôlées sur la base d'une imagerie qui démontrait cette occlusion-là.
C'est des patients qui étaient d'âge entre 65 et 70 ans. La plupart d'entre eux étaient traités par thrombolyse intraveineuse également. Et puis, on a des NNT quand même là, assez bons là, ici, puis pas de différence là, dans les hémorragies symptomatiques au sein de ces études-là. Donc, NNT entre 3 et 7 pour l'indépendance fonctionnelle à 90 jours, pas de risque augmenté d'hémorragie, comme je le disais. Tendance à la réduction de mortalité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un bénéfice préservé chez les patients en haut de 80 ans. Des fois, on s'empêche un peu de traiter ces patients-là, là, d'être très agressifs, mais un patient qui est en forme en haut de 80 ans pouvait bénéficier du traitement. Méta-analyse de ces 5 études-là là, montre la même chose que je vous ai dit, là, réduction dans le fond, amélioration du outcome fonctionnel, taux similaire d'hémorragie, tendance à la diminution de la mortalité. Donc, reperfuser, c'est bien, mais vite, c'est mieux. Les études qui avaient des bons taux de reperfusion, qui utilisaient des dispositifs qui étaient efficaces, plus efficaces, les stent retrievers dans les mains de bonnes personnes bien expérimentées, là, avaient des bons taux d'outcome fonctionnel. Puis les études aussi, où est-ce que ça prenait peu de temps avant de reperfuser également, là, avaient des bons outcomes fonctionnels. Donc, suite à ces 5 études-là, puis l'étude canadienne, il y a eu une mise à jour des recommandations canadiennes pour la portion sur le traitement de l'AVC hyperaigu puis le traitement endovasculaire. Donc, dans les recommandations, on dit que le traitement est indiqué s'il y a un AVC de la circulation antérieure avec une occlusion proximale démontrée. Et par là, on entend carotide interne distale, l'artère cérébrale moyenne, artère cérébrale antérieure et leur branche proximale. Pour ce qui est de l'occlusion de l'artère basilaire, j'en ai pas parlé beaucoup, puis ça a pas été le sujet des études. Il n'y a pas de patients avec des thromboses basilaires qui ont été inclus. Thrombose basilaire, c'est un mauvais pronostic d'emblée, mais on n'a pas beaucoup d'études. En fait, on n'a pas vraiment d'études qui a démontré un bénéfice du traitement endovasculaire. C'est en cours, mais dans les recommandations, on dit que la décision de faire le traitement endovasculaire, c'est basé sur les risques-bénéfices, donc ça se discute. On dit que c'est indiqué le traitement endovasculaire chez des patients qui ont une zone de changement ischémique précoce qui est petite à modérée, donc un aspect de 6 et plus, qui ont des collatérales modérées à bonnes, donc basé un peu sur ce qui a été fait dans ESCAPE, c'était fortement recommandé là, de regarder également les collatérales. Puis on veut traiter les patients dans un délai de moins de 6 heures pour initier le traitement, et on parle l'initiation de traitement, dans le fond, c'est la ponction fémorale, pas nécessairement la recanalisation. Puis on pourrait considérer des patients jusqu'à 12 heures pour des cas sélectionnés. Là, par exemple, un jeune patient qui se réveille avec ses symptômes, qui a été vu normal la dernière fois, peut-être 7-8 heures, mais qui a probablement pas fait son AVC il y a 7-8 heures, mais qui a peu de changements ischémiques précoces, ça pourrait être un patient qu'on pourrait considérer. On insiste dans les recommandations que l'utilisation de stent retrievers est recommandée, et on insiste aussi sur le fait que la thrombectomie ne remplace pas la thrombolyse. Donc, si vous avez un patient qui est encore éligible à la thrombolyse, il faut la donner également. Les études ont été faites avec des patients qui étaient thrombolysés pour la plupart. Les recommandations américaines sont similaires à ça. Là. Ils ont mis ici quand même un taux minimum de NIHSS, donc au moins des patients avec des AVC modérés, puis sont peut-être un petit peu plus restrictifs là, dans ce qu'ils appellent les occlusions proximales, mais globalement, c'est similaire. Donc, c'est quoi l'impact sur la prise en charge? Donc, encore aujourd'hui, ça tend à s'améliorer, mais à l'heure actuelle, il y a moins d'1% de tous les AVC qui bénéficient d'un traitement endovasculaire, mais ça va grimper beaucoup ce chiffre-là. Le traitement endovasculaire, il est applicable chez environ 10% de tous les patients avec un AVC ischémique. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a une occlusion proximale, puis c'est pas tout le monde qui se présente non plus dans les temps de traitement. Donc, à l'heure actuelle, c'est peut-être un patient sur 10 avec un AVC qui rentre à l'hôpital qui pourrait bénéficier du traitement. Puis ça, pour conceptualiser, c'est peut-être 20 à 30% de nos AVC thrombolisés. Donc, c'est un patient que vous thrombolisez, peut-être une chance sur 3, une chance sur 5 qui puisse aussi bénéficier du traitement. Donc, c'est pas si rare que ça. Moi, j'avais les dernières données que j'avais, peut-être Madame Dallaire va me contredire, mais c'est qu'il y avait eu 59 thrombectomies mécaniques à l'enfant Jésus depuis le 1er avril 2015. Avant le 1er avril 2015, on en faisait au cas par cas. C'était pas encore un traitement, disons, largement accepté. Puis on se faisait surtout pas envoyer de patients pour le faire, mais depuis qu'on reçoit des patients d'autres centres, ça a vraiment explosé là, le nombre qu'on fait. Donc, c'est quoi l'impact sur la prise en charge là, de chaque côté? Pour les centres primaires et secondaires, en fait, j'entends par centre primaire un centre qui peut donner la thrombolyse, là, souvent via téléthrombolyse, un centre qui n'a pas nécessairement accès à des neurologues et des internistes sur place. Puis les centres secondaires, c'est des centres qui sont autonomes pour la thrombolyse, mais qui n'ont pas le plateau technique pour la thrombecte. Donc, pour les centres primaires et secondaires, ce que ces nouvelles données-là nous disent, c'est qu'il faut faire plus d'angioplastie, il faut essayer de mettre en évidence l'occlusion intracrânienne. Il
faut que les centres continuent de thromboliser les patients sans délai lorsque le traitement est bon pour eux. Puis de faire le modèle drip and ship, c'est-à-dire qu'on part la thrombolyse, le patient est mis dans l'ambulance le plus rapidement possible et est amené vers le centre tertiaire. Évidemment, il y a des corridors, des trajectoires qui sont en train de s'établir avec tout ça. Puis pour nous, les centres tertiaires, c'est quoi un centre tertiaire? C'est un centre comme le nôtre, c'est l'Enfant Jésus, qui a un service avec des neuro-interventionnistes 24/7 finalement. Il y en a 4 au Québec, il ne peut pas en avoir tant que ça à l'heure actuelle. Donc, il y en a 4, Montréal, McGill, Sherbrooke, Enfant Jésus. Nous, on a besoin d'être notifiés précocement pour s'organiser, surtout nos neuro-interventionnistes. On fait l'évaluation en parallèle, clinique, imagerie, neurologue. Regarde l'aspect clinique, l'imagerie également, quand vous allez nous parler. Puis, on peut faire les traitements en parallèle également. Donc, pendant que la thrombolyse est à bord, on peut faire également la thrombectomie, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, un mot sur l'enjeu TDM. Donc, dans les recommandations, également, là, la mise à jour 2015, là, on dit que tous les patients, puis nous, on est d'accord avec ceci, là, que tous les patients qui ont un AVC aigu suspecté, qui se présentent dans le délai de traitement, devraient avoir leur enjeu TDM en même temps que leur TDM cérébral. C'est un niveau de preuve A. Puis on fait l'arche aortique au vertex pour bien voir tous les vaisseaux cervico-encéphaliques. Puis on dit que c'est sans considération pour la créatinine. Donc, les risques de néphropathie là, induite au produit de contraste, c'est quand même assez rare en cas d'AVC aigu, c'est en bas de 3%. On dit que ça ne devrait pas retarder le traitement par RTPA-IV, par thrombolyse, si le patient est éligible, c'est-à-dire que s'il n'a pas pu avoir son enjeu TDM en même temps que le TDM, c'est moins, mais que le patient a quand même éligible, quand même une clinique d'AVC, il est éligible, il devrait avoir sa thrombolyse, quitte à faire l'enjeu TDM là, dans un second temps. Donc, est-ce qu'il y a des façons de ne pas faire l'enjeu TDM ou y a-t-il des indices qui devraient nous faire l'enjeu TDM? En fait, même d'évaluer l'ampleur des déficits neurologiques, le NIH, c'est pas des bons, ça n'a pas une bonne valeur prédictive positive pour dire si le patient a vraiment une occlusion. Si on met un seuil, un cut-off d'un NIH-SS à 9, la sensibilité pour trouver une occlusion, c'est 75%, mais sa valeur prédictive négative, c'est 68%. Donc ça veut dire que chez tous les patients qui ont un NIH de moins de 9, il y en a 32% qui peuvent avoir une occlusion proximale, donc ils pourraient quand même avoir un AVC modérément sévère, puis bénéficier du traitement. On peut pas non plus juste se fier à la présence d'une artère hyperdense, c'est pas très sensible, puis c'est pas parfaitement spécifique non plus le fait d'avoir une artère hyperdense. Donc, c'est qui les bons patients? Dans quelle situation on doit penser que c'est des patients qui pourraient peut-être bénéficier de thrombectomie puis de nous contacter? Donc, c'est des patients qui ont une occlusion intracrânienne proximale documentée, y compris M2 dans certains cas. M2, c'est peut-être un peu plus distal, mais il y a des branches M2 qui irriguent une bonne partie de cortex quand même, une bonne partie de cerveau, puis des patients peuvent avoir une aphasie sévère là, avec ça. Donc, ça, à ce moment-là, c'est du cas par cas, mais il faut pas les exclure d'emblée. On veut des patients qui ont une petite moyenne zone d'infarctus au TDM, qui ont quand même un déficit neurologique significatif, donc potentiellement invalidant. Des patients qui doivent continuer d'être traités avec la thrombolyse intraveineuse en l'absence de contre-indication. Il faut que la reperfusion soit possible en dedans de 6 heures, puis il n'y a pas de limite supérieure d'âge, mais il faut quand même que les patients aient un bon fonctionnement prémorbide. Donc, si vous avez un patient en CHSLD, dément déjà, qui est pas autonome ou qui a 2 cancers à base, c'est pas nécessairement chez lui que le traitement va être très utile. Donc, en conclusion, le traitement endovasculaire par thrombectomie mécanique, en plus du traitement médical, c'est supérieur au traitement médical pour les AVC de la circulation antérieure avec une occlusion proximale. Quand on regardait la méta-analyse des 5 études, le number needed to treat, c'était 5. C'est aussi sécuritaire que le traitement médical, puis il s'agit dorénavant du traitement standard pour les patients éligibles. Madame Dallaire va nous parler un peu plus du cas de thrombectomie. Donc, quand vous avez un patient comme ça, vous pensez à nous appeler. Le cas de thrombectomie, nous, ça sonne code 200. On essaie d'avoir une discussion. Encore là, ça va être plus détaillé, mais une discussion entre le médecin traitant, neurologue, neuro-interventionniste pour faire nos évaluations parallèles. Puis, ce qu'on a besoin de savoir, nous, les informations importantes à nous fournir, c'est l'heure précise du début des symptômes. C'est quoi l'ampleur des déficits neurologiques? C'est quoi l'étendue des changements ischémiques précoces et ou l'occlusion? À quelle heure le patient a été thrombolysé, puis sinon, pourquoi il n'a pas été thrombolysé? Puis on va vous demander, est-ce que vous êtes capable de nous transférer le patient pour qu'il soit traité en dedans de 6 heures? Donc, il y a une partie là-dedans, un peu pas de gambling, mais des fois, il y a des patients qui sont pas si loin que ça, ou ils apparaissent pas si loin que ça, mais sont à 4h30 du début des symptômes. Il fait pas beau sur les routes, tout ça, donc il va falloir, il y a des cas aussi qui vont devoir être discutés en fonction de des conditions même environnementales. Donc, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Donc, je vous remercie de votre attention. Je sais pas si on prend les questions complètement à la fin. Parfait. Merci beaucoup.
Tu peux répondre. Ah, OK, bon, s'il y en a qui ont des questions, je sais pas trop comment. C'est bon. Non, pas de questions? Merci. Je t'enlève de là. Il fait noir. Deux questions. Chicoutimi, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec les patients qui sont allergiques à l'iode? En fait, on peut leur donner un protocole en aigu qu'on peut faire là, avec c'est du Benadryl, juste du Benadryl, même, ils n'ont même pas besoin de prénisone. En moins d'1 heure, c'est Benadryl, 50. C'est sur mes radiologistes répondent En moins. Nos nouvelles... bonjour, je suis le Dr Odette en radiologie. Donc, notre nouveau protocole ici, c'est en moins d'1 heure, un examen hyper urgent, on donne seulement Benadryl 50 mg intraveineux. Si c'est plus qu'une heure, à ce moment-là, on va introduire le Solmédrol aussi. Oui, merci. Ça marche? Pour les allergies respiratoires, c'est la même chose? C'est ce qu'on fait maintenant dans tous les cas. OK. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a un INR limite auquel vous ne pouvez pas faire l'intervention? Parce que dans la thrombolyse, un INR 1,7 et plus, on ne peut pas thromboliser. J'ai eu une patiente qui avait un INR à 1,8, mais on ne l'a pas thrombolisé, mais elle ne répondait pas aux critères de thrombectomie non plus. C'était pas une M1 ni une M2. Là. Okay. Donc, mais c'est quoi le INR limite? Donc, pour pas qu'on vous transfère le patient pour rien. Là. Je pense que ça se discute ça avec le neurointerventionniste. Juste pour vous dire, c'est une excellente question. On l'a souvent, cette question-là. Elle n'a pas vraiment bien été adressée par les nouvelles études. Dans les 5 études, il y a beaucoup d'études qui excluaient les patients qui avaient toute contre-indication à la thrombolie intraveineuse. Il y a des patients qui devaient être thrombolisés aussi pour être dans l'étude. Donc, il y en a 2 ou 3 études comme ça. Pour les autres, dont ESCAPE, pour lesquelles les patients n'avaient pas nécessairement besoin de recevoir la thrombolyse avant, qui pouvaient avoir une contre-indication. ESCAPE, on a pris des patients jusqu'à 4,5 d'INR avant de les exclure, mais encore là, moi, je serais peut-être, en tout cas, je sais pas, je vois mes neurointerventionnistes qui font ça comme ça. Tu sais, j'ai retrouvé ça dans les appendices puis tout ça parce qu'ils le disent pas là dans le. Donc, je pense qu'en haut de 3, faudrait peut-être commencer un peu à. C'est ça, j'ai pas mes notes en haut de 3 là. Mais quand vous avez appelez-nous, on va voir là, appelez-nous là parce que tu sais à 2.2, ça serait probablement acceptable. C'est pas moi qui fais la technique là, mais donc c'est ça. Fait qu'on n'a pas beaucoup de réponses dans les études parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont été exclus. Il y en a d'autres qui ont pas vraiment leur donné leur seuil limite supérieur. Dernière question par rapport aux patients qui sont sous Eliquis Pradax. C'est ça que je suis en train de chercher dans mon téléphone. Eliquis Pradax, on n'a pas plus la réponse qu'avec. Excusez-moi, on entend les sites, chaque site. Okay, fermez vos micros, merci. Merci. En fait, on n'a pas plus de réponses non plus là par rapport au Pradax Eliquis Xarelto non plus. Puis nous, il n'y a pas vraiment de façon de voir le degré d'anticoagulation non plus, le niveau d'anticoagulation. Je pense que si l'INR, encore là, je ne veux pas parler pour les neurointerventionnistes, mais si à tout le moins, le patient, il l'a pris, mais l'INR TCA il est normal. Je pense qu'on pourrait les considérer. Là, on les considère aussi. Ça devient du cas par cas. C'est la raison du code 200 à faire pour qu'on puisse optimiser là, le traitement pour chaque patient. C'est à discuter. Merci. On a une autre question, Saguenay. Pour nos TDM, nous, là, je pense pas qu'ils sont faits nécessairement avec 8 à 12 secondes après voir les collatérales 2 fois, etc. Puis aspect que je suis pas certain là, que, en tout cas, moi j'ai pas eu connaissance qu'ils le rapportaient comme ça. Je sais pas moi, je l'ai eu, là. OK. Mais pour les collatérales, tout ça, faut changer nos protocoles? Qu'est-ce qu'il faut faire, là? C'est la raison de mon petit topo de 5 minutes. J'espère qu'il y a des radiologistes parmi vous. Sinon, vous leur transmettrez la bonne nouvelle. La réponse est oui. Mais oui, la réponse est oui, ça s'en vient. Parce qu'il ne faut pas leur faire. Marie-Hélène, est-ce que vous nous entendez? Quelqu'un? Oui. Marie-Hélène, est-ce que vous nous entendez, Lévi? À Lévi. À Lévi. Ah oui, ok, parfait. On a eu une petite réunion hier soir pour modifier les protocoles pour Chaudière-Appalaches pour l'ensemble, c'est-à-dire Thetford, Beauce, Montmagny et évidemment Lévis. On va screener les patients, évidemment, avant on screenait en Cincinnati en bas de 3h30
Là, on a mis notre cut-off à 4h30, ce qui nous permet en même temps soit de faire la thrombolyse, puis si dans le worst scénario, si les patients arrivaient, mettons, à 4h30, pour prévoir un transfert en dedans d'une heure, ça nous réduirait notre door to needle. Ce qu'on tente à viser maintenant, au lieu d'un 60 minutes, c'est 30 minutes. C'est extrêmement difficile à atteindre, le 30 minutes. Bien entendu, on est plus aux alentours de 40-45 minutes actuellement. Dans le transfert, dans les recommandations qu'on avait fait, c'est de toujours prévoir de mettre une sonde au patient au transfert pour pas que vous ayez à dealer avec la sonde en arrivant. Les patients sont longtemps, je pense, à la table pour l'intervention. C'est une recommandation qui est adéquate. Oui, nous autres, ça nous convient. Okay. Avez-vous voir une difficulté avec ça, avec la sonde ou Non, il y avait des questions à savoir si c'était vraiment nécessaire, mais nous autres, on a dit, considérant le transport, considérant que vous allez faire une intervention, c'est peut-être pas la première affaire que vous voulez faire quand il arrive. Non, c'est ça, exactement. Ça permet aux patients souvent d'être plus confortables. Des fois, quand ils ont un globe, leur tension monte aussi, c'est pas nécessairement souhaitable. Donc, si c'est préférable qu'il l'ait pour le transfert, pour l'ensemble. Nous, avant de les monter en salle d'enjeu, on leur emmène on en bas à l'urgence, idéalement. La problématique qu'on a eue aussi, c'est avec du côté du paramédic. Le paramédic, les autres, quand ils arrivent et qu'on essaie de faire notre door to needle, bien souvent, ils repartent. Ils ne peuvent pas rester pendant 40 minutes à attendre. Fait qu'à partir du moment où on prend une décision de transfert, des fois, la décision est prise à l'intérieur de 20 à 30 minutes. Il faut s'assurer qu'on a une deuxième équipe qui est capable de prendre le patient en dedans de 5 à 10 minutes pour pouvoir effectuer le transfert. Puis la même chose qu'ils nous ont dit, une fois qu'ils arrivent à l'Enfant Jésus, les autres, de rester là pendant 30 à 40 minutes, pour eux autres, c'est pas possible. Ce qui fait que pour le retour, évidemment, s'il y a eu thrombolyse, on m'a dit que probablement, s'il y avait eu thrombolyse puis il n'y a pas d'intervention, vous gardez le patient. Mais s'il n'y a pas eu de thrombolyse et qu'il n'y a pas d'intervention, le patient revient, ce qui m'apparaît tout à fait adéquat. Par contre, pour nous autres, c'était un petit peu difficile, ce que j'ai pu comprendre avec les paramédics, de considérer qu'ils étaient pour rester sur place pendant l'intervention. Effectivement, ils ne peuvent pas rester pendant l'intervention. Nous, on s'était mis une limite de 30 minutes. Ouais. Madame Dallaire va parler de ce plus. En fait, je pense qu'on va arrêter les questions. On en reprendra à la fin, voir s'il en reste là. Parfait. Vous nous ferez juste nous faire un petit topo là-dessus à la fin. Merci. Parfait, merci. On rentre dans la technicalité là, des transferts. Madame Dallaire va être bonne pour répondre à tout ça. OK, mon Dieu. Hein? C'est... Faut pas avoir une grosse main pour travailler là-dedans. Je vais l'avoir. T'es comme tu coincé. Ouais, écoutez, ça va être peut-être mieux pour la place ici. Donc moi, je suis Marie-Ève Audet, je suis une radiologiste et neuro-interventionniste. Ici, je fais partie de notre belle équipe à l'Enfant Jésus de neuro-interventionnistes. Je veux juste prendre 5 à 10 minutes pour glisser un mot sur l'imagerie. Dr. Camden a fait une présentation qui est très complète. Là. Je voulais juste mettre des images de la vraie vie là-dedans, puis espérer toucher le cœur de certains radiologistes en espérant qu'il y en ait sur place. Alors, donc, c'est ça. Notre protocole d'angio-TDM multiphase a été élaboré à partir de l'article de l'équipe de Calgary qui est paru dans le Radiology en mai 2015. Et je vais vous montrer donc des images en provenance du PACS. Commençons par un patient qui... en fait, voilà. Donc, les images... Oups, si je vous montre ce que ça comprend. On a une acquisition, une tête sans contraste qu'on fait, nous, en mode spiralé. C'est pas l'imagerie cérébrale standard que j'ai appris sur les bancs d'école, mais c'est ce qu'on a décidé de faire suite à une harmonisation de nos protocoles dans tous les hôpitaux du CHU de Québec. Puis ça nous permet de reconstruire des coupes fines dans un axe reproductible, parce que souvent les patients ont la tête croche. Alors, ça nous permet de reconstruire dans un axe qui est reproductible. Puis ce sont les images que on regarde en premier pour se faire une idée sur l'aspect. Alors, voilà, donc ces images-là en coupe fine. On va aller chercher, comme on a vu tout à l'heure dans la présentation du Dr. Camden, les signes d'ischémie précoce. Donc ici, une artère cérébrale, terminaison carotidienne et artère cérébrale moyenne, proximale un peu dense. On parlait de
resserrer les fenêtres. Donc, moi, je vais plutôt autour de 60-40, mais c'est au choix. Le principe, c'est de resserrer les fenêtres. Donc, ici, on a un noyau lenticulaire qui est peut-être un peu plus effacé à gauche. Même chose pour le noyau codé, légère asymétrie. Même chose pour le noyau, le ruban insulaire, pardon. Donc, on a un aspect déjà autour de 7. Mais le reste, si on prend les coupes, donc ici, on avait toutes les coupes au niveau ganglionnaire. Il faut regarder l'ensemble des coupes. Normalement, si vous allez sur le site de aspectinstroke.com, vous aurez une description là, de comment bien réaliser l'aspect selon ce que l'équipe de Calgary a défini. Donc, au niveau des ganglions de la base, on a déjà 7, donc 3 points d'enlever. Puis, en supraganglionnaire, l'ensemble des coupes démontrait là, une différenciation assez symétrique. Donc, on va avec un aspect à 7 ici. Par la suite, on fait l'angio-TDM. Nous réalisons l'angio-TDM avec l'injection de 80 ml de Isovu 370 qu'on injecte à 5 cc secondes. Il y a idéalement un cathéter 18 gauche, cathéter venu 18 gauche. Puis ensuite, on rince avec du normal-saline, donc c'est double injecteur. Ça nous donne... on met une région d'intérêt dans la crosse aortique. L'appareil part quand on atteint 100 unités Hounsfield et on scanne de la crosse aortique jusqu'au vertex. Ici, le patient avait bougé. La qualité est pas excellente à la hauteur des épaules, mais par la suite, on a une bonne qualité. On veut évaluer, c'est sur ces coupes-là qu'on fait l'analyse vasculaire précise. On veut évaluer s'il y a sténose athéromateuse, dissection ou même occlusion au cou. C'est important pour nous parce qu'on a parlé de ce qui se passe en intracrânien, mais au cou, c'est vraiment une information qui va nous permettre, nous, de planifier l'intervention si la carotide est occluse ou il y a une sténose subtotale à partir de la bifurcation. Bon, ensuite, si on monte, on va se rendre compte d'une occlusion ici de la carotide terminale, donc une occlusion en T. Et déjà, quand on continue sur cette première acquisition au temps 0, on voit aucune vascularisation distale. On continue avec les deux autres acquisitions dont on parlait tout à l'heure en angio-TDM sont effectuées à 4 secondes puis à 8 secondes à partir du temps 0. Donc, ça nous permet de voir de façon un peu plus dynamique d'essayer de calquer ce qu'on voit à l'angiographie conventionnelle, donc d'un peu plus dynamique de voir les collatérales piales. Et on regarde ces images-là sur des reconstructions MIP ici, donc de reconstruire au 8 mm à 4 secondes puis 8 secondes. Donc, si je vous mets ça côte à côte, on va avoir 4 et 8 secondes et le temps 0 ici. Clic. Alors, on revoit quand même un peu, ça nous permet de voir un peu mieux le site d'occlusion, les MIP. Donc ça, c'est les MIP à temps 0, 4 secondes, 8 secondes. Donc chez ce patient-là, on voit que même à 8 secondes, il n'y a aucune collatéralisation de son territoire sylvien. Donc, ça veut dire que ce patient-là, même si ici est imagé à moins d'1 heure du début des symptômes, il risque d'avoir un infarctus qui va s'installer beaucoup plus rapidement qu'un autre patient qui a des collatérales piales. Donc, si ce patient-là est à 3 heures de route, il y a déjà, c'est déjà un élément qu'on aime avoir pour pouvoir discuter ensemble dans un code 200. Est-ce qu'on prend ce patient-là ou pas? Ici, il était dans l'hôpital Enfant Jésus, on l'a pris, puis au suivi, il a eu sa thrombectomie, il a eu une racanalisation complète, et au suivi, il y a quand même un infarctus de l'ensemble du territoire sylvien. Alors, c'est un élément de plus, l'utilisation des collatérales qui nous permet de mieux sélectionner les patients. Et si je vous montre un exemple où les collatérales sont plus belles. Voyons. Donc, la tête sans contraste et ça. Donc, encore là, on resserre les fenêtres. Oups.
l'artère cérébrale moyenne hyperdense. On suspecte qu'il y a un début de progression là, du caillot vers les branches M2. Le ruban insulaire, on peut se questionner. Donc, au niveau ganglionnaire, il y a pas grand-chose d'autre. En rétrospective, je me suis demandé si le noyau codé était pas un petit peu effacé. Mais bref, le reste de la tête, la différenciation était très bonne. À l'angio-TDM, une crosse aortique normale, des troncs supraaortiques normaux, pas de sténose à la bifurcation, une occlusion, on voit le M1 proximal, une occlusion du M1 distal avec des branches M2, puis déjà en phase précoce, on voit qu'il y a un petit peu de vaisseaux collatéraux qui apparaissent déjà. Puis sur l'imagerie dynamique, donc à 4, 8 et ici 0. Donc, à 0 secondes, on voit déjà une faible opacification. C'est une opacification qui s'est faite à rebours. Ce c'est pas un caillot subocclusif. On voit aucun contraste ici, donc c'est occlu complètement. Puis à rebours, donc à 4 secondes, ici en bas, on voit que les vaisseaux sont reconstitués vers la vallée sylvienne. Puis à 8 secondes, ces vaisseaux-là stagnent. Ils stagnent parce qu'ils circulent à l'envers, puis ils finissent par arriver à 8 secondes vraiment complètement à la fin du caillot. Donc, on voit même la longueur de l'occlusion. Donc, ce patient-là a été recanalisé, puis a très bien évolué. Il est reparti sur ses pieds en moins d'une semaine. Puis l'IRM démontrait une petite zone d'AVC intéressant noyau lenticulaire puis noyau codé. Donc, c'est grosso modo ce que je vais vous montrer de notre protocole ici. Le but était de vous amener à nous contacter si jamais vous avez des questions là-dessus. J'ai les protocoles là, avec les valeurs techniques de KV, etc., les épaisseurs de coupe et tout, mais je pense que c'était pas pertinent de vous présenter ça aujourd'hui. Faites passer le message, les radiologistes sont pas là, et faites appeler les techniciens de TDM pour pouvoir leur transmettre nos protocoles s'ils sont pas à l'aise de le former eux-mêmes à partir de l'article. Nous, on s'est vraiment basé sur l'article du groupe de Calgary que je vous ai présenté là, juste avant. Question. On passe à l'étape de la routine de transfert maintenant. Comment ça se passe? Je pense que ça va pas tomber. Côte à côte. C'est là? Ah oui, non, c'est vrai. Oui. Ouais. Bonjour, Martine Dallaire, je suis adjointe à la direction au volet neurosciences. Je vais y aller assez rondement. J'aurai du matériel pour vous parler pendant 1 heure. Je suis sûre que vous avez toute autre chose à faire à 8 heures. Mais en fait, je vais vous présenter rapidement différentes informations, mais toutes vos représentants dans vos secteurs ont toute l'information que je vais vous communiquer présentement. On a établi ensemble une procédure pour faire le transfert. Et que je vais sauter quelques acétates juste pour vous montrer ce que Dr. Camden vous disait. On a commencé le 1er mai 2011 officiellement thrombectomie mécanique avant qu'on commence encore plus officiellement en 2015. Mais on voit la tendance qui, dans la dernière année, on a vraiment augmenté de façon majeure à faire la thrombectomie mécanique. Pour vous donner une petite idée, on dessert la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. On dessert aussi la région de Québec, Chaudière-Appalaches, puis une partie du Bas-Saint-Laurent. La Gaspésie et la Côte-Nord, pour le moment, peuvent pas être desservies en raison des distances. Ce qu'on a établi, il y a différents codes pour débuter une thrombectomie mécanique. Présentement, depuis quand même un certain temps, on fait ce qu'on appelle le code 100, qui existe avec la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est le code de la téléthrombolyse.
Ce qui veut dire qu'avec Alma, Chicoutimi, Dolbeau et Roberval, la thrombectomie pourrait débuter par un code 100. Ça veut dire que l'équipe de l'urgence nous appelle le neurologue de garde à partir d'un code 100. Et suite à l'évaluation, le patient peut avoir une thrombolyse, mais le neurologue de l'Enfant Jésus peut décider que ce serait un cas potentiel pour la thrombectomie mécanique et il va déclencher lui-même le code 200. Les neurologues, ils font eux-mêmes. C'est ça, je vais l'expliquer. Mais pour vous dire que c'est possible que ça parte par un code 100 et déjà les milieux qui connaissent le code 100 le se reconnaissent. Vous voyez les différents kilomètres. On voit qu'entre autres à Dolbeau et à Roberval, le temps estimé en ambulance, il est relativement long, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça dépend à quel moment le patient s'est présenté. Ce qui est calculé, c'est à partir du début des symptômes jusqu'à la ponction intra-artérielle à l'intérieur ici à l'Enfant Jésus, ce qui fait que, comme Dr Camden l'a expliqué, c'est important que vous sachiez combien de temps ça risque de prendre avant de s'en venir. Juste vous donner une idée, Bas-Saint-Laurent, la Pocatière, Rivière-du-Loup, Notre-Dame-du-Lac, ça reste dans les milieux qui sont possibles. Rimouski, faut vraiment que le patient se soit présenté très tôt. Matane-Amkoui, c'est quasi impossible. Mais comme Dr Camden vous l'a expliqué, il y a parfois des situations où on peut aller jusqu'à 12 heures. Fait à la moindre préoccupation, interrogation, on va vous expliquer comment faire le code 200. Chaudière-Appalaches, toutes les régions peuvent s'en venir sans problème si le patient s'est présenté assez tôt et c'est tous des codes 200. Aussi la capitale nationale, on a tous les autres hôpitaux du CHU de Québec qui peuvent transférer, ainsi que l'UCPQ et la Malbaie. La Malbaie, entre autres, eux, peuvent faire aussi un code de téléthrombolyse et ils n'auront pas à faire un code 200 nécessairement, c'est le neurologue d'ici qui va le faire. Ça, je vous l'ai expliqué. Le numéro de téléphone, pour tous les codes, c'est toujours le même. C'est le 418-682-75-75 que vous devez composer. Je mets à côté ici, un téléphone rouge. C'est extrêmement important que ça soit bien compris de votre côté, que c'est le même numéro de téléphone que quand on fait des codes bleus dans notre hôpital, quand on fait un arrêt cardiaque. C'est la seule et unique raison pour laquelle vous pouvez utiliser ce numéro de téléphone-là. C'est si vous voulez lancer un code 100 ou un code 200. Si, par exemple, vous n'êtes pas certain si vous devriez lancer un code 200, vous voudriez parler au neuro-interventionniste ou au neurologue de garde, ce n'est pas le numéro à utiliser. C'est vraiment important de faire ce numéro-là quand vous voulez faire un code 200. Le code 200 est justement pour pouvoir parler au neurologue et au neuro-interventionniste de garde. Ça veut dire quoi? Comment ça se passe en réalité? Vous êtes à l'urgence d'Alma, la Pocatière, c'est des exemples. Vous avez un cas potentiel de thrombolyse intraveineux. Vous signalez le code 100 comme c'est présentement. Vous entrez en téléconsultation, ce qui veut dire que le neurologue de l'Enfant Jésus regarde votre situation et s'il pense que c'est un potentiel de thrombectomie mécanique, il raccroche avec le médecin qui est à l'urgence, qui raccroche avec vous et il signale le code 200. À ce moment-là, il tombe en appel conférence avec le neurologue ici, le neuro-interventionniste. Ils prennent une décision, le neurologue vous rappelle dans votre urgence et si c'est un cas de thrombectomie mécanique, le transfert commence. Ça a l'air simple, mais il y a beaucoup, chaque élément prenne des secondes, des minutes et on sait que le temps, c'est du cerveau. C'est un peu, j'ai imagé ce que je viens de vous expliquer là. Si, par contre, vous êtes dans un milieu comme à Lévis, comme Chaudière-Appalaches, comme Chicoutimi, par exemple, quand il y a un médecin spécialiste sur place, et vous avez un cas potentiel de thrombectomie mécanique, vous faites le code 200. Ça veut dire qu'avec le numéro que je vous ai donné tout à l'heure, vous faites ce numéro-là, la téléphoniste vous répond instantanément parce que pour elle, c'est un téléphone rouge et vous dites code 200 thrombectomie mécanique. J'insiste beaucoup sur le code 200, de nommer le code 200 ou nommer le code 100. À l'Enfant Jésus au CHU de Québec, il y a plusieurs codes en lien avec le neurovasculaire et c'est très aidant quand vous nommez le numéro du code. Le reste a peu d'importance. La téléphoniste, elle est formée à savoir quoi faire s'il y a un code 200. À partir du code 200, le neurologue, neuro-interventionniste sont codifiés. Vous restez sur la ligne, vous attendez, vous allez être mis en appel conférence et vous allez pouvoir parler ensemble.
pour prendre la décision si le patient doit transférer pour une thrombectomie mécanique et le transfert se passe à l'Enfant Jésus. Juste pour voir que je vous ai imagé avec un beau médecin de mon petit côté hier soir. Comment ça se passe? Comment ça se passe? On avait un petit côté de fin de soirée. Départ de votre centre hospitalier. À partir du moment où la décision de thrombectomie mécanique est prise, l'urgence était déjà chez vous pour prendre ce genre de décision-là, mais chaque minute est franchement importante. Les délais qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment le délai avant que vous partiez de votre centre hospitalier. Ça semble pas toujours facile de votre côté d'avoir accès, entre autres, à une infirmière pour le transport, mais c'est quelque chose que je vous encourage vivement à organiser pour être capable d'avoir rapidement une ambulance une infirmière dans cette situation-là. Fait qu'appel à l'urgence, dépendamment de votre région, vous avez différents protocoles pour appeler l'urgence pour que ça y aille rapidement. On est en discussion en ce moment avec tous les transports ambulanciers de l'Est du Québec qui travaillent avec nous. On a même une rencontre ce matin pour continuer à discuter de l'organisation avec les transports ambulanciers pour que ça soit le plus rapide possible. Il y a une sonde urinaire qui est demandée d'être installée. Ça pose différents problèmes dans différents milieux. Il y avait une préoccupation de recommencer à mettre des sondes à tout le monde. S'il y en a qui ont des problématiques en lien avec ça, pour savoir quand mettre la sonde, je vous encourage à contacter la conseillère cadre qui est ici, qui s'appelle Catherine Ball, que tout le monde connaît, où vous allez avoir mon adresse à la fin et vous pourrez communiquer avec moi. Le transfert s'effectue avec une infirmière, sauf si vous jugez qu'un médecin devrait accompagner le patient, mais les ententes sont faites à l'heure actuelle pour qu'une infirmière puisse effectuer le transfert. On vous encourage vivement à aviser le patient famille que cette personne-là s'en vient à l'Enfant Jésus pour la thrombectomie mécanique, mais à moins d'une situation particulière, il va retourner dans votre milieu dans les 24 à 48 heures si tout se déroule normalement, mais c'est le neurologue ici à l'Enfant Jésus, avec le neuro-interventionniste, qui prend la décision si on doit garder le patient. Mais la majorité des situations, il va retourner dans vos unités dédiées d'AVC ou pour certaines régions, ils ont des lits particuliers pour cette clientèle-là. Pour le transfert, la thrombolyse intraveineuse peut être en cours. En fait, elle doit être en cours la plupart du temps. La thrombolyse n'est pas une raison de retarder le transfert. Le temps est plus important que d'attendre que la thrombolyse soit terminée dans votre hôpital. Appel à l'urgence, je m'excuse, je vais vite, mais je vais me prendre jusqu'au bout. Appel à l'urgentologue à l'Enfant Jésus. Les urgentologues à l'Enfant Jésus, comme pour tous les autres transferts, demandent à ce que le médecin de votre urgence, au moment du départ du patient ou juste après le départ, appelle l'urgentologue ici pour lui faire le rapport du patient. Et c'est le numéro qu'il doit composer. Vous allez arriver directement à l'urgence et ils sont au courant. Vous allez rapidement parler à l'urgentologue. S'il y a des problèmes médicaux durant le transfert, l'infirmière qui est dans l'ambulance, c'est le médecin chez vous qui doit être appelé. Si vous avez une difficulté, un questionnement, vous avez besoin du soutien du neurologue de garde à l'Enfant Jésus, c'est le numéro à composer et vous demandez à parler au neurologue de garde. C'est super important de ne pas refaire les codes parce que ça ne fonctionne pas les codes pour ces situations-là. Mais inquiétez-vous pas, c'est long à appeler à l'Enfant Jésus. Vous entendez souvent de la musique, mais ces codes-là sont supposés être beaucoup plus rapides pour que vous parliez à une personne rapidement. Arrivé à l'urgence d'Enfant Jésus, on vous demande 30 minutes avant d'arriver à l'Enfant Jésus, dépendamment de l'endroit où vous êtes. Si c'est pas le cas, si ça prend pas 30 minutes à s'en venir, à partir du moment où vous quittez l'hôpital, on demande à ce que l'ambulancier, l'infirmière, communique avec ce numéro-là, au 649-58-87, et demande le résident de neurologie de garde. Pourquoi on fait ça? C'est qu'à partir de ce moment-là, les gens commencent à être en alerte, mais à partir de ce moment-là, tout le monde sait à quel moment vous allez arriver. C'est sûr que le patient qui arrive du CHUL, on peut penser qu'à partir du moment où vous avez raccroché, nous, on pense que vous allez arriver rapidement, mais s'il y a un problème, des fois, on attend un certain temps. Fait que c'est vraiment important de communiquer avec nous 30 minutes avant ou au moment du départ du centre hospitalier, si le 30 minutes n'est pas un temps, ça prend 15 minutes, par exemple, sur un CHUL, de nous appeler. Le neurologue de garde, le résident en neurologie va prendre l'appel.
Quand vous arrivez à l'urgence à l'Enfant Jésus, tout de suite, les ambulanciers sont très habitués. Ils rentrent directement dans la salle de réa. Il est attendu. L'équipe est tout au courant que vous allez arriver parce que nous, à l'interne, à partir du moment où une décision a été prise de thrombectomie mécanique, on a un code à l'interne où toute une équipe est déjà avisée. Ils sont en attente de l'ambulance qui s'en vient dans notre urgence. Avec le patient au triage, directement dans la salle de réa, ce qu'on a demandé, et j'ai entendu Chaudière Appalaches dire qu'ils ont eu des discussions hier, on va en reparler ce matin, c'est que le patient demeure sur la civière à l'ambulance. Comme je vous dis, l'équipe est presque dans la porte pour attendre le patient, parce que nous aussi, on essaie de maximiser toutes les minutes pour que ça se passe rapidement. Il y a un quick look qui est fait de l'urgentologue. Si jamais le patient s'est détérioré, il y aurait besoin d'intervention rapide. L'examen radiologique est refait. En as-tu parlé, Marie-Christine? Je ne me rappelle pas. Non. Il y a une TDM qui est refaite à l'urgence ici pour s'assurer qu'il n'y a pas un saignement qui s'est produit entre deux. Et la radiologie directement, l'appareil de radiologie directement à l'urgence ici, fait que c'est extrêmement rapide. À partir du moment où le patient s'en va en radiologie, la civière de l'ambulance est libérée. Fait qu'on parle de quelques minutes. Le neuro-interventionniste, suite à la prise de l'examen radiologique, va prendre sa décision à savoir si c'est maintenu ou pas la thrombectomie mécanique. Et ce qui a été discuté, c'est qu'à l'intérieur de 30 minutes, à partir du moment où le patient est rentré à l'urgence, le neuro-interventionniste va informer si on va ou non en thrombectomie mécanique. Et à ce moment-là, ce qui est demandé, c'est que l'ambulancier et l'infirmière quittent au moment où le neuro-interventionniste va lui donner cette information-là. Le patient est dirigé à ce moment-là vers la salle d'angio. Il y a une hospitalisation en unité dédiée d'AVC, qui sont des soins intermédiaires ou à l'unité des soins intensifs si besoin. Il y a un TACO de contrôle qui est fait le lendemain matin. Et si tout est normal, si le neurologue est d'accord, il y a un retour vers le centre secondaire d'unité d'AVC s'il est stable. Là, il y a toutes sortes de particularités selon les régions. J'embarque pas là-dedans, mais en fait, on a déjà tout établi dans ces procédures-là vers quel endroit le patient doit retourner. Mais ce qui est clair, c'est que ça doit être une unité dédiée d'AVC ou un endroit de ce type-là. Ce qu'on vous demande, c'est le plus possible de conserver un lit pour le retour. Comme vous avez vu, nous, on a une augmentation importante de patients qui arrivent dans notre centre. C'est vraiment important que le retour puisse s'effectuer rapidement, quand la situation du patient le permet. Si le patient est stable et il n'y a pas eu de RTPA, le retour, tout de suite, en fait, c'est l'idée d'attendre le 30 minutes avant que l'ambulance parte. Si, en fait, il répond aux critères où il n'y a pas une dangerosité pour le patient retourne directement au centre référent si la situation le permet. Et le neuro-interventionniste va appeler le médecin référent pour lui dire là qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Si le patient est stable, il y a une thrombolyse intraveineuse qui a été reçue depuis moins de 24 heures ou qui est en cours et que la thrombectomie mécanique est annulée, on garde le patient avec nous, on l'hospitalise jusqu'au lendemain matin pour un scan cérébral, à moins d'une situation très particulière. Mais de façon générale, c'est notre façon de fonctionner. Merci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la procédure? Pierre Martin, en Chaudière-Appalaches, j'aurais une question, moi. Combien de temps on parle de garder le patient sur la civière d'ambulance? Parce que pour nous, c'est très problématique. Nous, on n'est pas en gestion de surplus d'ambulance, on est en gestion de manque d'ambulance partout. Donc, c'est un petit peu pour ça là, que nous, on privilégierait déplacer le patient sur la civière de l'hôpital. Et les ambulanciers pourraient, à ce moment-là, se retirer pour aller compléter leur formulaire. Et ils seraient, habituellement, là, c'est 20-25 minutes. Donc, si la décision est prise de retourner le patient sur la rive sud, ben on pourrait reprendre le patient sur une civière propre, une civière neuve, puis repartir avec. Donc, c'est un petit peu notre ligne de pensée. Elle est partagée au niveau national également. C'est beau, j'entends bien votre commentaire. Ce que je vous propose, on a une rencontre ce matin, on pourra en rediscuter, voir jusqu'où on pourra aller avec cette façon de faire-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la procédure?
Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau clinique pour les médecins qui sont encore ici? Ben, je vous remercie beaucoup. On va souhaiter des patients en santé, mais des protocoles et des procédures qui vont bien fonctionner. Le PowerPoint que je vous ai présenté, je vais l'envoyer aux responsables de chacun de vos milieux. Si vous avez la moindre question, la moindre préoccupation, on vous encourage fortement à nous appeler. Déjà, moi, je suis en contact avec des responsables chez vous et ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver la meilleure procédure en fonction de votre situation dans chacune de vos régions. Fait que merci beaucoup d'être là ce matin, puis bonne continuité. Une dernière petite question. Oui. Encore Chaudière-Appalaches. Oui. La rencontre, on n'avait pas eu d'information. C'était à quel endroit et où, de quelle façon on pouvait s'y joindre? Donnez-moi votre nom, je vais communiquer avec vous. Pierre Martin en Chaudière-Appalaches, au Préos. C'est beau, je vais vous envoyer un courriel. Merci beaucoup. Merci, bonjour.